Quand j'ai découvert que sa mère était morte depuis 5 ans, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 25 années de mensonges s'écroulaient devant moi comme un château de sable. Bonjour mes chers amis, je suis Elisabeth Rousseau, j'ai 82 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire de ma vie qui a complètement changé mon destin. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir que mes paroles atteignent tant d'endroits différents. Je suis né en 1943 dans une petite ville de Normandie appelée Espérance. C'était un endroit simple où tout le monde se connaissait. Mon père était cordonnier et ma mère couturière. J'ai grandi en voyant ma mère créer de véritables œuvres d'art avec sa machine à coudre Singer noire, ces anciennes machines qui fonctionnaient avec une pédale. J'ai appris à coudre très tôt. À 10 ans, je faisais déjà de petites retouches et à 15 ans, j'aidais maman avec les robes des jeunes filles qui allaient se marier. C'est justement lors d'un de ces essayages que j'ai rencontré Jean-Pierre. Il était le cousin d'une mariée pour qui nous faisions la robe de mariage. Jean-Pierre est entré chez nous pour apporter un message de la famille, et comme on disait à l'époque, ce fut le coup de foudre, du moins pour moi. Il était grand, brun, avait une moustache bien taillée et une façon de parler qui me coupait le souffle. Il avait 25 ans, travaillait comme comptable dans la seule banque de la ville et tout le monde le considérait comme un excellent parti. Après ce jour-là, Jean-Pierre a commencé à apparaître chez nous fréquemment, toujours avec une raison différente, mais je savais que c'était pour me voir. Maman l'avait aussi remarqué et gardait un œil sur nous, toujours présente dans le salon pendant que nous discutions. À cette époque, une jeune fille de bonne famille ne restait pas seule avec un jeune homme, aussi respectueux qu'il paraisse. Et Jean-Pierre semblait être l'homme le plus respectueux du monde. Nous nous sommes fréquentés pendant 2 ans. Des rendez-vous sur la place du village, les dimanches après la messe, toujours accompagnés par l'un de mes 4 frères. Des visites chez moi, où nous prenions un café avec du pain d'épices dans le salon, sous le regard vigilant de mes parents. C'était une belle fréquentation, comme on en faisait à cette époque, sans contact au-delà des mains qui se tiennent, sans baiser, sauf quelques-uns volés quand personne ne regardait. En 1962, quand j'ai eu 19 ans, nous nous sommes mariés. C'était une cérémonie simple dans l'église du village. Ma robe claire a été confectionnée par moi et maman. Nous avons travaillé pendant des mois sur cette pièce de satin et de dentelle. Je la garde encore aujourd'hui, jaunie par le temps, mais toujours aussi belle que le jour où je l'ai portée. À notre mariage, j'ai rencontré très peu de membres de la famille de Jean-Pierre. Il disait qu'il avait une petite famille. Son père était décédé quand il était adolescent, et sa mère, Madame Suzanne, était la seule proche parente, en plus de quelques cousins éloignés qui ne sont même pas venus au mariage. Madame Suzanne était là, une dame mince aux cheveux gris attachés en un chignon serré, vêtue d'une robe sombre et avec un regard qui semblait m'évaluer tout le temps. Nous n'avons pas beaucoup parlé. En fait, je crois que nous n'avons pas échangé plus de 10 mots ce jour-là. « Prenez soin de mon fils », c'est ce qu'elle m'a dit avant de partir juste après la cérémonie. Elle n'est même pas restée pour la petite fête que nous avons eue. Jean-Pierre a expliqué que sa mère n'aimait pas les environnements bruyants et préférait la tranquillité de sa maison. Après le mariage, nous avons déménagé à Lyon. Jean-Pierre avait obtenu une mutation à l'agence centrale de la banque et j'étais enthousiaste à l'idée de vivre dans une grande ville. Nous avons loué un petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse et j'ai commencé à rêver de la vie que nous construirions ensemble. Je voulais des enfants, je voulais une maison à nous, je voulais être heureuse aux côtés de l'homme que j'aimais. Dès les premiers jours, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Chaque lundi, sans faute, Jean-Pierre mettait de côté certains de ses vêtements, principalement des chemises blanches de travail, les plaçait dans une petite valise et disait « Je vais les apporter à ma mère pour qu'elle les lave ». J'ai trouvé ça étrange. « Pourquoi ta mère doit-elle laver tes chemises? Je peux très bien le faire », lui ai-je dit, un peu vexée. « Elisabeth, ma mère lave mes chemises depuis que j'ai commencé à travailler à la banque. Elle a une méthode spéciale, elle utilise un produit qui rend le blanc plus blanc et un fer que seule elle sait utiliser. C'est notre tradition. Je ne veux pas la blesser en lui enlevant ça, a expliqué Jean-Pierre avec ce sourire qui me désarmait toujours. J'ai accepté, bien sûr.
Qui étais-je pour remettre en question une tradition entre une mère et son fils? De plus, je voulais tout faire pour plaire à ma belle-mère, gagner son respect et, qui sait, son affection avec le temps. Les premiers mois, j'ai suggéré plusieurs fois de rendre visite à Madame Suzanne. Je voulais mieux la connaître, établir une relation plus proche. Après tout, c'était la mère de l'homme que j'aimais. Mais Jean-Pierre trouvait toujours une excuse. Ma mère est très réservée, Elisabeth. Elle n'aime pas recevoir des visites, surtout sans prévenir. Alors prévenons-la, nous pouvons fixer un dimanche pour déjeuner avec elle. Elle n'aime pas cuisiner pour plus d'une personne. C'est comme ça depuis que papa est mort. Elle préfère la solitude. Je peux cuisiner. J'apporterai tout prêt. Elisabeth, tu ne comprends pas. Ma mère a ses particularités. Elle tient beaucoup à son intimité. C'est comme ça qu'elle m'a élevée, en respectant son espace. Si on la pousse, elle ne fera que s'éloigner davantage. Et c'est ainsi que semaine après semaine, mois après mois, Jean-Pierre apportait son linge à sa mère le lundi et le rapportait impeccablement lavé et repassé le mardi ou le mercredi. Je m'occupais de tout le reste du linge de la maison, mais les chemises blanches de la banque étaient le territoire exclusif de Madame Suzanne. En 1964, nous avons eu notre premier enfant, Marc. Ce fut une immense joie. J'ai pensé que la naissance du petit-fils rapprocherait Madame Suzanne, mais ce ne fut pas vraiment le cas. Elle a envoyé un petit cadeau, un petit chausson en laine fait à la main, mais n'est pas venue voir le bébé. Jean-Pierre lui a rendu visite avec des photos de l'enfant et a dit qu'elle avait été émue, mais qu'elle ne se sentait pas bien pour faire des visites. Elle vieillit, Elisabeth. Elle a des problèmes aux jambes, des difficultés à se déplacer. Un de ces jours, je l'amènerai ici quand elle ira mieux. Ce jour n'est jamais arrivé. 2 ans plus tard, nous avons eu notre fille, Marie. Le même rituel s'est répété. Un petit cadeau envoyé, aucune visite. J'ai commencé à m'inquiéter de cette situation. Il était étrange que mes enfants ne connaissent pas leur propre grand-mère. J'ai questionné Jean-Pierre à quelques reprises, mais il avait toujours une réponse prête. Ma mère n'a jamais été du genre à montrer son affection, Elisabeth. Elle m'a élevée comme ça, avec distance. Ce n'est pas par méchanceté, c'est sa façon d'être. Elle demande des nouvelles des petits-enfants, elle s'inquiète, mais, à sa manière, réservée. Le temps a passé. Notre mariage suivait son cours tranquille. Jean-Pierre était un bon mari, affectueux, travailleur. Il a gravi les échelons à la banque, recevant des promotions. Nous avons réussi à acheter notre propre maison, une jolie demeure dans le quartier Saint-Just. Je m'occupais des enfants et de la maison, je faisais quelques travaux de couture pour les voisines, je menais une vie que beaucoup de femmes de l'époque auraient à considérer comme idéale. Mais ce rituel du lundi continuait. La valise avec les chemises blanches, la visite chez Madame Suzanne. Au fil des ans, j'ai tout essayé pour mieux connaître ma belle-mère. J'ai suggéré que nous fêtions son anniversaire chez nous. Jean-Pierre disait qu'elle n'aimait pas les fêtes. J'ai suggéré de lui rendre visite à Noël. Il disait qu'elle préférait la solitude pendant les fêtes de fin d'année, que c'étaient des dates qui l'attristaient à cause de l'absence de son mari. J'ai suggéré d'emmener les petits-enfants pour une visite rapide. Il disait que sa maison n'était pas adaptée aux enfants, pleine d'escaliers dangereux et d'objets fragiles, et c'est ainsi que 25 ans se sont écoulés. 25 ans de mariage, voyant mon mari partir chaque lundi avec sa petite valise de linge pour rendre visite à une belle-mère que je connaissais à peine, que mes enfants n'avaient jamais vue. Marc était déjà à l'école d'ingénieur, Marie terminait le lycée, rêvant d'étudier la médecine. J'avais déjà 44 ans, quelques rides commençant à apparaître, les premiers cheveux blancs que je dissimulais avec des teintures maison. C'est à cette époque que la graine de la méfiance a commencé à germer en moi. Je ne sais pas expliquer exactement ce qui a changé, mais j'ai commencé à remettre en question toute cette histoire. Comment était-il possible qu'après tant d'années, je ne connaisse toujours pas bien la mère de mon mari? Comment se pouvait-il que mes enfants n'aient aucune relation avec leur grand-mère paternelle? Un des lundis de mai 1987, j'ai pris une décision qui changerait ma vie pour toujours. J'ai décidé de suivre mon mari. Je devais comprendre une fois pour toutes ce qui se passait lors de ces visites hebdomadaires. Connaître ma belle-mère, même sans être invitée. Ce matin-là, j'ai dit à Jean-Pierre que j'allais au marché, puis rendre visite à une amie qui ne se sentait pas bien.
Il est parti avec sa petite valise de chemise, comme il le faisait toujours, et j'ai attendu quelques minutes avant de sortir aussi. J'ai pris un taxi et demandé qu'il suive le bus dans lequel mon mari était monté. Ce qui s'est passé ensuite, mes chers amis, est quelque chose qui me fait encore mal à raconter, même après tant d'années. Mais c'est important de partager, car c'est là qu'a commencé mon parcours de découverte, de douleur et, finalement, de libération. Ce lundi de mai 1987, le ciel s'était levé gris, comme s'il savait déjà ce que j'étais sur le point de découvrir. Je m'étais habillée avec soin. J'avais choisi des vêtements discrets, une robe simple de couleur sombre, qui n'attirerait pas l'attention. J'avais mis un foulard sur ma tête et les lunettes de soleil que je portais rarement. Je ne voulais pas être reconnue au cas où Jean-Pierre regarderait derrière lui. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il puisse l'entendre. Pendant que le taxi suivait le bus, mes mains tremblaient sur le sac en cuir usé que je serrais sur mes genoux. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur plusieurs fois, probablement intrigué par ma nervosité, mais il n'a rien dit. Il a juste demandé « Vous allez bien, madame ?» Et j'ai répondu par un hochement de tête rapide. J'ai imaginé 1000 scénarios pendant ce trajet. Peut-être que madame Suzanne était vraiment cette personne recluse que Jean-Pierre décrivait. Peut-être qu'elle vivait dans des conditions précaires et que mon mari avait honte de montrer cela. Ou peut-être qu'elle avait une maladie qui la défigurait et il voulait lui épargner le jugement des autres. J'ai créé des justifications, une après l'autre, dans une tentative désespérée d'apaiser cette terrible sensation qui grandissait en moi. Le bus a suivi un chemin que je ne connaissais pas, vers un quartier de l'autre côté de la ville. Après presque 1 heure, j'ai vu Jean-Pierre descendre à un arrêt et commencer à marcher. J'ai demandé au chauffeur d'arrêter le taxi un peu plus loin. « Pouvez-vous attendre ? Je ne serai pas longue, » ai-je demandé. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» a demandé le chauffeur, un monsieur aux cheveux gris qui semblait avoir exactement compris ce que je faisais. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir certaines choses. « J'ai besoin de savoir, » ai-je répondu avec une détermination que je ne me connaissais pas. J'ai suivi Jean-Pierre à une distance sûre. Il marchait d'un pas ferme, comme quelqu'un qui connaît bien le chemin. Après quelques pâtés de maisons, il est entré dans une rue bordée d'arbres, avec des maisons simples mais bien entretenues. Il s'est arrêté devant une maison jaune à 2 étages avec une petite véranda, a sorti une clé de sa poche et a ouvert la porte comme s'il rentrait chez lui. Je suis restée paralysée au coin de la rue, cachée derrière un arbre. Cela n'avait aucun sens. Jean-Pierre avait dit que sa mère habitait un petit appartement au centre-ville, pas une maison de quartier résidentiel. J'ai attendu quelques minutes, rassemblant le courage de m'approcher. J'ai marché lentement jusqu'à la maison et, le cœur dans la gorge, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre latérale. Le rideau était entrouvert, me permettant de voir une partie du salon. C'est alors que mon monde s'est écroulé. J'ai vu Jean-Pierre enlaçant une femme. Ce n'était pas madame Suzanne, ce n'était pas une dame âgée aux cheveux gris. C'était une femme plus jeune que moi, aux cheveux noirs et longs, portant une robe à fleurs. Ils se sont embrassés d'une façon dont on embrasse seulement ceux qu'on aime profondément, avec une intimité qui n'existe qu'entre personnes qui partagent leur vie. J'ai reculé, sentant mes jambes faiblir. J'ai failli tomber, mais je me suis appuyée contre le mur de la maison. C'est alors que j'ai entendu des rires d'enfants venant de l'intérieur. Je me suis forcée à regarder à nouveau par la fenêtre et j'ai vu 3 jeunes entrer dans le salon. 2 adolescents et une jeune fille qui devait avoir environ 16 ans. « Papa, j'ai apporté les magazines que j'avais promis », a dit l'un des garçons en embrassant Jean-Pierre. Papa, il l'appelait papa. Mon mari, le père de mes enfants, était le père d'autres enfants. Il avait une autre famille, une autre maison, une autre vie. Je ne sais pas comment j'ai réussi à retourner au taxi. Je me souviens d'avoir marché comme une somnambule, les larmes brouillant ma vision, le monde tournant autour de moi. Le chauffeur n'a pas posé de questions quand je suis entrée dans la voiture en sanglotant. Il m'a simplement offert un mouchoir et m'a demandé où il devait me conduire. N'importe où, sauf chez moi, ai-je répondu sans savoir quoi faire. J'ai fini par lui demander de me déposer chez mon amie Christine, la seule personne en qui j'avais assez confiance pour partager cette terrible découverte. Christine était veuve,
vivait seule dans une petite maison dans le même quartier que moi. Nous étions amis depuis que j'avais déménagé à Lyon et elle s'était toujours méfiée de Jean-Pierre et de ses histoires sur la mer mystérieuse. Quand je suis arrivée chez elle dans cet état, Christine n'a pas eu besoin d'explication. Elle a ouvert la porte, m'a attirée à l'intérieur et m'a serré fort dans ses bras pendant que je m'effondrais en larmes. Entre les sanglots, je lui ai raconté ce que j'avais découvert. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire, a-t-elle dit, en me servant un verre d'eau avec du sucre. Un homme qui cache sa mère à sa femme pendant tant d'années? Cela ne m'a jamais semblé normal. J'ai passé le reste de la journée chez Christine, essayant de comprendre ce que j'allais faire ensuite. Est-ce que je pouvais simplement rentrer chez moi et confronter Jean-Pierre? Pas encore. J'avais besoin de plus de réponses. Christine a suggéré que nous enquêtions un peu plus avant toute confrontation. S'il a menti sur sa famille, il a peut-être aussi menti sur sa mère, a-t-elle dit. Sais-tu où Madame Suzanne est censée habiter selon ce qu'il t'a dit? Oui, je le savais. Jean-Pierre a toujours mentionné que sa mère habitait un petit appartement rue de la République, au centre-ville. Jamais l'adresse exacte, mais je pouvais chercher. Le lendemain, avec Christine à mes côtés, je me suis rendue rue de la République. C'était une rue commerçante, avec quelques vieux immeubles d'appartements aux étages supérieurs. Nous sommes entrés dans plusieurs conciergeries, demandant Madame Suzanne. Personne ne la connaissait. Nous étions sur le point d'abandonner quand un monsieur qui balayait le trottoir d'un petit restaurant nous a entendus demander « Madame Suzanne, la mère de Jean-Pierre de la banque? Elle habitait dans cet immeuble là-bas », a-t-il dit en montrant un vieil immeuble de l'autre côté de la rue. Mais ça fait bien 5 ans qu'elle est morte, la pauvre. Une attaque cérébrale foudroyante l'a emportée. 5 ans. Madame Suzanne était morte depuis 5 ans. Et pendant tout ce temps, Jean-Pierre avait continué à sortir avec sa petite valise de linge tous les lundis, disant qu'il allait lui rendre visite. J'ai voulu m'effondrer, là même au milieu de la rue. Le mensonge était encore plus grand que je ne l'imaginais. Ce n'était pas seulement une autre famille, c'était toute une vie construite sur des mensonges. Christine m'a tenu par le bras, me donnant la force de continuer. « Vous la connaissiez ?» ai-je demandé au monsieur, essayant de contrôler ma voix. « Ah oui. Elle venait déjeuner ici presque tous les jours. C'était une bonne cliente, toujours polie. Elle est tombée malade de la jambe ces dernières années, sortait à peine de chez elle. Son fils venait la voir fréquemment, jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, c'est la vie. Nous avons remercié et sommes partis. Je marchais comme une automate, laissant Christine me guider. Ma tête bouillonnait. Si Madame Suzanne était morte depuis 5 ans, où Jean-Pierre allait-il les lundis avant que je ne découvre l'autre famille? Est-ce que ça avait toujours été comme ça depuis le début de notre mariage? Nous sommes revenus chez Christine et avons fait un plan. Je devais en savoir plus sur cette autre famille avant de confronter Jean-Pierre. Le lendemain, je suis retourné dans la rue bordée d'arbres, à la Maison Jaune. Je suis resté à observer de loin, caché dans un petit café de l'autre côté de la rue. J'ai vu la femme sortir avec la plus jeune fille, toutes deux en uniforme. La mère était probablement enseignante. Plus tard, les 2 garçons sont sortis avec des sacs d'école. Pendant 3 jours, j'ai fait cette surveillance douloureuse. J'ai découvert que la femme s'appelait Béatrice. J'ai entendu les enfants l'appeler par son nom quand ils sont passés près du café. Elle était enseignante dans une école voisine, d'après ce que j'ai pu comprendre des conversations que j'ai captées. Les enfants s'appelaient Rémi, Charles et Lucie. Rémi, l'aîné, semblait avoir environ 19 ans, le même âge que mon Marc. Charles devait avoir 17 ans et Lucie 16, les mêmes intervalles d'âge que mes enfants. Cela signifiait que cette famille existait depuis avant mon mariage avec Jean-Pierre, ou avait commencé juste après. Il menait une double vie depuis le début. 2 épouses, 2 ensembles d'enfants, 2 maisons. Comment était-ce possible? Comment avait-il réussi à maintenir cette mascarade pendant si longtemps? J'ai posé quelques questions supplémentaires dans le quartier, prétendant être une ancienne collègue de Béatrice, cherchant son adresse. J'ai découvert qu'il vivait là depuis plus de 20 ans, que Jean-Pierre était connu comme un bon père, un bon mari, qu'il rendait visite à la famille régulièrement, mais voyageait beaucoup pour son travail, l'excuse qu'il donnait pour ses absences. Chaque découverte était comme un coup de poignard dans mon cœur. 25 ans de mensonges.
25 ans à croire en un amour qui était partagé avec une autre. Mes enfants, qui avaient grandi en admirant leur père, avaient des demi-frères et sœurs qu'ils ne savaient même pas exister. Le 4e jour, j'ai pris une décision. Il était temps de confronter Jean-Pierre. Je suis rentrée chez moi à la surprise de mes enfants qui étaient inquiets de ma disparition soudaine. J'ai expliqué que j'avais dû aider Christine, qui n'était pas en bonne santé. Ils ont accepté l'explication sans trop poser de questions, ils étaient occupés par leur propre vie. Marc avec ses études d'ingénieur, Marie qui se préparait pour le baccalauréat. J'ai attendu que le lundi suivant arrive. Jean-Pierre a préparé sa petite valise, comme il le faisait toujours. Il m'a embrassée sur le front avant de partir, comme il le faisait toujours. « Je vais voir maman. Je reviens en fin de journée », a-t-il dit, comme il le disait toujours. Je l'ai laissé sortir. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai pris mon sac et je suis sortie aussi. Mais je ne l'ai pas suivi là où il allait. J'ai pris un bus direct pour le centre-ville, pour la rue de la République. J'avais besoin de voir de mes propres yeux l'endroit où Madame Suzanne avait habité et était morte. Le concierge de l'immeuble était un monsieur sympathique qui y travaillait depuis des décennies. Quand j'ai demandé Madame Suzanne, il m'a regardé avec curiosité. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis sa belle-fille, » ai-je répondu, sentant un nœud dans la gorge. Ses yeux se sont écarquillés. « Belle-fille ? Mais Madame Suzanne n'avait pas de belle-fille. Son fils ne s'est jamais marié, à ma connaissance. » C'était comme un coup de poing dans l'estomac. « Comment ça ? Jean-Pierre, son fils et mon mari. Nous sommes mariés depuis 25 ans. » Le concierge s'est gratté la tête, confus. « Jean-Pierre ? Non, non. Le fils de Madame Suzanne s'appelait Jérôme. Il travaillait aussi à la banque, comme son père. Il ne s'est jamais marié. Il vivait avec sa mère. Quand elle est décédée, il a vendu l'appartement et a déménagé. On dit qu'il est parti dans le sud, vers Marseille. Jérôme, pas Jean-Pierre. Mon mari avait volé non seulement l'histoire de la mère, mais aussi l'identité d'une autre personne. La fraude était complète, parfaite dans chaque détail. J'ai senti le monde tourner autour de moi à nouveau, mes jambes tremblaient, mon cœur s'emballait. Le concierge, voyant mon état, m'a conduite à un banc dans le hall et m'a apporté un verre d'eau. Pendant que je buvais à petites gorgées, essayant de retrouver mon calme, il a continué à parler sans se rendre compte à quel point chaque mot me détruisait un peu plus. Madame Suzanne était une dame très réservée, c'est vrai. Après qu'elle ait eu des problèmes aux jambes, elle ne sortait presque plus. Son fils s'occupait de tout. C'était un bon fils, ce Jérôme. Il venait voir sa mère tous les jours après le travail. Il a beaucoup souffert quand elle est morte. On dit que c'est pour ça qu'il est parti. Il ne supportait plus les souvenirs. Un bon fils, le vrai fils de Madame Suzanne, pas l'homme que j'avais épousé. Qui était Jean-Pierre finalement ? Qui était l'homme qui dormait à mes côtés depuis 25 ans ? Le père de mes enfants ? L'homme que j'aimais ? J'ai remercié le concierge et je suis sortie en chancelant, avec plus de questions que de réponses. Je me suis assise sur un banc de la place la plus proche, regardant le ciel qui commençait à s'assombrir, sentant que toute ma vie avait été un mensonge. Ce soir-là, j'ai attendu que Jean-Pierre rentre à la maison. Il est revenu à l'heure habituelle, avec la petite valise de linge impeccablement lavée et repassée. Du linge qui, je le savais maintenant, avait été soigné par Béatrice, et non par une mère morte depuis 5 ans. Mes enfants étaient absents. Marc dans un groupe d'études à la faculté, Marie chez une amie. Nous étions seuls, Jean-Pierre et moi, dans le silence oppressant du salon, où nous avions partagé tant de moments que je croyais vrais. Je l'ai regardé, ce visage familier qui soudain semblait celui d'un étranger. Et j'ai finalement demandé « Qui es-tu, Jean-Pierre ? Qui es-tu vraiment ?» Quand j'ai posé cette question, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de Jean-Pierre. De la panique pure. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois sans émettre de son, comme un poisson hors de l'eau. La couleur a quitté son visage, le laissant pâle comme de la cire. Il savait que je savais. Il n'y avait plus moyen de cacher. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élisabeth ?» Il a essayé de sourire, mais son visage n'a réussi qu'à produire une grimace.
Ses yeux parcouraient la pièce, évitant de rencontrer les miens. J'ai gardé ma voix calme, bien qu'à l'intérieur je sois brisée. Ta mère, Madame Suzanne, est morte il y a 5 ans. Son fils s'appelait Jérôme, pas Jean-Pierre. Et tu as une autre famille, dans une maison jaune, avec une femme nommée Béatrice et 3 enfants. Il s'est effondré sur le canapé, comme si ses jambes s'étaient transformées en eau. Il a couvert son visage de ses mains, ses épaules tremblantes. J'ai pensé qu'il pleurait, mais quand il a retiré ses mains, son visage était sec, juste effrayé, défait. « Comment as-tu découvert ?» C'est tout ce qu'il a réussi à dire. Cette question m'a mise plus en colère que n'importe quoi d'autre. Pas « je suis désolé » ou « je peux expliquer » ou même « ce n'est pas ce que tu penses ». Juste « comment l'as-tu découvert ?» Comme si le problème était que j'avais découvert le mensonge, pas qu'il l'avait vécu pendant 25 ans. Je t'ai suivi lundi dernier, je t'ai vu avec eux, puis je suis allé à l'immeuble où ta prétendue mère habitait. J'ai parlé avec des gens qui ont connu la vraie Madame Suzanne et son fils Jérôme. Jean-Pierre est resté silencieux pendant un long moment. La pièce était sombre maintenant. Aucun de nous n'avait allumé les lumières quand la nuit était tombée. Assis dans la pénombre, 2 étrangers qui avaient à partager un lit pendant un quart de siècle. « Tu ne comprendrais pas » a-t-il finalement dit, sa voix à peine un murmure. « Essaie de me faire comprendre comment tu as pu me mentir toutes ces années. Comment tu peux avoir 2 familles, 2 ensembles d'enfants. Comment tu as pu inventer une mère qui n'était pas la tienne, utiliser le nom d'un homme que tu ne connaissais même pas. » Ma voix était ferme, plus ferme que je ne me sentais à l'intérieur. Et ainsi a commencé la confession, une histoire si fantastique, si absurde, que si je n'avais pas vécu ce cauchemar, j'aurais ri. Mais il n'y avait rien de drôle dans ces révélations qui ont détruit mon monde. Jean-Pierre n'était pas Jean-Pierre. Son vrai nom était Jean Moreau. Il était né dans une petite ville près de Bordeaux, fils de paysans pauvres. Sans éducation, sans opportunité, il avait décidé de tenter sa chance à Lyon à 18 ans. Il avait trouvé un emploi comme agent d'entretien dans la même banque où il prétendrait plus tard être comptable. C'est là qu'il avait rencontré Jérôme, un jeune comptable qui travaillait au service des prêts. Jérôme était gentil, poli, aidait Jean avec des conseils sur comment se comporter, lui prêtait des livres, l'encourageait à étudier. Ils étaient devenus amis malgré la différence sociale. Jean admirait Jérôme, son éducation, sa façon de parler, ses connaissances. Quand Jérôme a mentionné qu'il serait transféré à l'agence de Paris, Jean a vu une opportunité. Pas l'opportunité que j'aurais imaginée de dire au revoir à un ami et lui souhaiter bonne chance, mais l'opportunité de voler son identité, de devenir quelqu'un qu'il n'avait jamais été. Jérôme était réservé. Peu de gens à la banque le connaissaient bien. Quand il est parti, Jean a commencé à se présenter comme Jean-Pierre, un nom qu'il trouvait plus sophistiqué que le sien. Il a falsifié des documents, inventé un diplôme et a progressivement construit une nouvelle identité. Personne n'a beaucoup questionné. Dans les années 1960, les systèmes étaient précaires, les vérifications presque inexistantes. « Je voulais être quelqu'un, Elisabeth », a-t-il expliqué dans l'obscurité de notre salon. « Je voulais du respect, je voulais des opportunités. En tant que Jean Moreau, fils de paysan analphabète, je n'aurais jamais été rien. En tant que Jean-Pierre, comptable diplômé, les portes s'ouvriraient et elles se sont ouvertes. Il a obtenu un meilleur poste à la banque, a appris le travail sur le tas en observant les autres. Il était intelligent, apprenait vite, personne n'a soupçonné quoi que ce soit. En peu de temps, le mensonge est devenu sa réalité. À cette même époque, il a rencontré Béatrice. Elle était institutrice, venait d'une famille simple mais éduquée. Ils sont tombés amoureux, ont commencé à se fréquenter. Jean, désormais fermement établi comme Jean-Pierre, prévoyait de l'épouser, de continuer à construire sa nouvelle vie. Puis, par un hasard du destin, il a été envoyé dans mon village pour ouvrir une nouvelle agence de la banque. Là, il m'a rencontré lors de l'essayage de la robe de la cousine de Béatrice. Il a vu en moi, fille d'une famille respectée, couturière habile, jeune fille de bonne moralité, une autre opportunité d'ascension sociale. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de toi », a-t-il dit, comme si c'était une consolation. Mais c'est arrivé et je ne voulais pas perdre Béatrice. Alors,
j'ai décidé que je pouvais avoir les deux vies, deux épouses, deux ensembles d'enfants, comme dans un livre de fiction. Sauf que c'était ma réalité, ma vie étant déchirée par chaque mot qui sortait de la bouche de cet homme que je croyais connaître. Pour maintenir la farce, il a inventé l'histoire de la mère recluse. Il a dit à Béatrice qu'il voyageait fréquemment pour son travail, quand en réalité il était avec moi. Il m'a dit qu'il rendait visite à sa mère chaque semaine, quand en réalité il était avec elle. Il s'équilibrait entre deux mondes, deux identités, deux familles, qui ne connaissaient pas l'existence l'une de l'autre. Comment as-tu réussi à cacher ça pendant si longtemps? Comment se fait-il que personne ne t'ait jamais vu avec elle? Comment as-tu réussi à maintenir l'histoire de ta mère, même après la mort de la vraie Madame Suzanne? Je demandais, essayant de comprendre l'ampleur de cette fraude. Il a expliqué avec un calme troublant comment il avait tout géré, comment il avait maintenu les deux familles dans des quartiers éloignés, comment il avait créé des histoires élaborées pour justifier ses absences, comment il avait fabriqué un réseau complexe de mensonges qui avait soutenu son château de cartes pendant 25 longues années. La mort de Madame Suzanne avait failli le démasquer. Il l'avait appris par hasard quand il s'était rendu à son immeuble pour compléter un détail de son histoire, mais il avait adapté le mensonge, racontant à Béatrice que sa mère était morte, tandis que pour moi, il continuait la farce des visites hebdomadaires. Et le linge? Si ta mère était morte, qui lavait les vêtements que tu emportais chaque semaine? Béatrice, a-t-il répondu d'une voix si basse que je l'ai à peine entendue. Elle a toujours été très douée pour ça. Je lui disais que c'était pour un collègue de travail qui vivait seul. Elle a bon cœur. Un bon cœur. Mon estomac se retournait à chaque nouvelle révélation. Pendant que je me demandais pourquoi ma belle-mère n'aimait pas ma façon de laver le linge, c'était une autre femme, l'autre épouse de mon mari, qui le lavait, sans savoir qu'elle rendait service à sa rivale. Les enfants, savent-ils pour moi, pour leurs demi-frères et sœurs? Il a secoué la tête. Personne ne sait rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Je suis restée silencieuse, essayant d'assimiler tout cela. 25 ans de mensonges, une vie entière construite sur des sables mouvants. L'homme que j'aimais, que je croyais être mon compagnon loyal, mon port d'attache, était une fraude complète. Même son nom n'était pas vrai. Pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant? Pourquoi ne continues-tu pas à mentir? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Il a levé les yeux, rencontrant les miens pour la première fois depuis qu'il avait commencé sa confession. Parce que tu en sais déjà trop. Parce que je suis fatiguée, Elisabeth. Fatiguée de vivre deux vies, de me souvenir quels mensonges j'ai racontés à qui, de gérer deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. Il semblait presque soulagé, comme si un poids avait été retiré de ses épaules, et cela m'a mise encore plus en colère. Alors que mon monde s'écroulait, il se sentait plus léger de ne plus avoir à porter le fardeau de ses mensonges. « Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé, redoutant la réponse. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé être découvert. J'ai toujours été prudent. J'ai toujours tout planifié. » Sa voix s'est perdue dans l'obscurité de la pièce. « Tu vas abandonner Béatrice et les enfants? Ou tu vas m'abandonner? Ou tu vas essayer de continuer avec les deux familles maintenant que je connais la vérité ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Son silence était assourdissant. « Je ne sais pas, Elisabeth. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Du temps. Il voulait du temps. Après avoir volé 25 ans de ma vie avec ses mensonges, il voulait encore plus de temps. « Non, ai-je dit, ma voix soudainement forte et claire. Tu n'as plus de temps, Jean Moreau, ou Jean-Pierre, ou qui que tu sois. » Je me suis levée du canapé, sentant une force que je ne savais pas posséder. C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. Pas seulement mon cœur, mais les chaînes qui me liaient à une vie d'illusion. J'ai allumé la lumière du salon, révélant son visage abattu, les premières rides d'inquiétude, les cheveux qui commençaient à s'éclaircir. Un étranger. « Je te veux hors de cette maison maintenant. »« Elisabeth, s'il te plaît, les enfants. » Marc et Marie ne sont pas à la maison, et quand ils reviendront, ce sera moi qui leur dirai qui est vraiment leur père. Tu as eu 25 ans pour être honnête. Ton temps est écoulé. Il a essayé d'argumenter, essayé de me convaincre d'attendre, de réfléchir, de ne pas prendre de décision précipitée. Mais quelque chose avait changé en moi.
L'Élisabeth qui acceptait ses histoires sur la mère mystérieuse, qui ne questionnait jamais ses absences, qui faisait aveuglément confiance à l'homme qu'elle appelait Marie, cette Élisabeth était morte dans ce salon sombre. Sors maintenant. Emporte seulement ce que tu peux porter. Demain, quand les enfants seront à l'école, tu pourras revenir chercher le reste de tes affaires. Mais je ne veux pas que tu dormes sous ce toit. Pas une nuit de plus. Il n'y a pas eu de cris, pas de violence, juste une résolution froide qui nous a surpris tous les deux. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère, et c'est ce que j'étais devenue, une femme qu'il ne reconnaissait pas parce qu'il ne m'avait jamais vraiment connue. Jean-Pierre, ou Jean Moreau, l'homme sans véritable nom, a pris quelques affaires et est sorti par la porte d'entrée, sans se retourner. Je ne sais pas où il est allé cette nuit-là, peut-être à la maison jaune de Béatrice, ou dans un hôtel quelconque pour essayer de planifier son prochain mouvement. Ça ne m'importait pas. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je suis tombée à genoux sur le sol du salon, permettant enfin aux larmes de venir. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. J'ai pleuré pour la jeune Élisabeth de 19 ans, qui s'était mariée pleine de rêves. J'ai pleuré pour mes enfants qui avaient grandi avec un père qui était un mirage. J'ai pleuré pour les années perdues, pour les sacrifices faits, pour l'amour donné à quelqu'un qui n'existait pas. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever et que la lumière du matin envahisse le salon. Puis, je me suis levée, j'ai lavé mon visage et j'ai commencé à réfléchir à ce que je dirais à mes enfants quand ils rentreraient à la maison. La vie telle que je la connaissais était terminée, mais quelque chose de nouveau était né en moi cette nuit-là. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui me donnerait la force pour les jours difficiles à venir. Le lendemain est arrivé comme un intrus, illuminant un salon qui gardait encore les échos de ma douleur. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes, tenant une tasse de café qui refroidissait sans être touchée. Comment expliquer à mes enfants que leur père n'était pas celui qu'ils prétendaient être? Comment démanteler 25 ans de faux souvenirs sans détruire le sol sous leurs pieds? J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. C'était Marc qui revenait de son groupe d'études. Il passait toujours la nuit chez un camarade quand les réunions se terminaient tard. Mon fils est entré en souriant, le sac à dos lourd sur les épaules, les yeux brillants de la jeunesse qui n'a pas encore connu la trahison. En me voyant assise là, avec les yeux gonflés et le visage pâle, son sourire a disparu. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Où est papa ?» Cette question si simple a rouvert les vannes de mes larmes. Marc a lâché son sac à dos par terre et a couru vers moi, s'agenouillant à mes côtés, prenant mes mains dans les siennes. Des mains d'homme maintenant, plus de petits garçons. Des mains qui ressemblaient à celles de son père, le père qui n'était pas celui que nous pensions. Ton père ne va plus habiter ici avec nous, mon fils. » Les mots sonnaient étrangement, comme s'ils étaient prononcés par quelqu'un d'autre. Marc me regardait confus, sans comprendre. Comment le pourrait-il? À ses yeux, nous étions la famille parfaite, des parents aimants, des frères et sœurs unis, une maison confortable, un avenir prometteur devant nous. « Je ne comprends pas, maman. Vous vous êtes disputés? Que s'est-il passé ?» J'ai respiré profondément. Il n'y avait pas de manière douce de dire cela. Il n'y avait pas de mots qui puissent amortir le coup. J'ai découvert que ton père a une autre famille, une autre maison, une autre épouse, d'autres enfants, depuis plus de 20 ans. Le visage de Marc est passé par tant d'émotions que j'avais du mal à suivre. Choc, confusion, incrédulité, colère. Il a lâché mes mains et s'est levé, passant ses doigts dans ses cheveux, dans un geste si semblable à celui de Jean-Pierre que cela m'a fait mal de le voir. Ce n'est pas possible. Papa ne ferait jamais ça. Moi aussi je pensais ça, mon fils, mais c'est la vérité. Il a tout avoué hier soir. Et puis j'ai raconté, pas tout, pas les détails les plus cruels, mais suffisamment pour que Marc comprenne l'ampleur de la trahison. J'ai parlé de l'autre famille, de la mère qui n'existait pas, des lundis de mensonges. Pendant que je parlais, je voyais son jeune visage vieillir sous mes yeux. « Ces autres enfants ont notre âge ?» a-t-il demandé, la voix rauque. « Oui, l'aîné a ton âge. Ensuite il y a un garçon de 17 ans et une fille de 16 ans. Mes frères et sœurs. » Le mot est sorti comme un soupir douloureux. J'ai des frères
et une sœur que je n'ai jamais connue. Ce n'était que le début. Quand Marie est arrivée, quelques heures plus tard, nous avons dû tout revivre à nouveau. Ma fille a réagi différemment de son frère, avec des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage tandis qu'elle m'embrassait fort, comme si elle craignait que je puisse aussi disparaître. Les jours qui ont suivi ont été un flou de douleur et de confusion. Jean-Pierre, ou Jean Moreau, je n'arrivais toujours pas à penser à lui par son vrai nom, est revenu le lendemain comme convenu pour prendre plus de ses affaires. Marc a refusé de le voir. Il s'est enfermé dans sa chambre, la musique forte étouffant tout bruit qui pourrait venir du salon. Marie, toujours la plus courageuse, a confronté son père. « Comment as-tu pu mentir pendant si longtemps? Regarder dans nos yeux tous les jours, sachant que tu avais d'autres enfants qui t'attendaient dans une autre maison ?» Je n'ai pas entendu sa réponse. Je suis restée dans la cuisine, faisant semblant de ranger les placards, laissant ma fille avoir ce moment. Quand il est finalement parti, portant 2 grandes valises, Marie est venue me voir, les yeux rouges mais plus secs. Il a dit qu'il nous aime, qu'il nous a toujours vraiment aimés. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Que l'amour ne se construit pas sur des mensonges et qu'il devrait donner aux autres enfants la chance de connaître la vérité aussi. Ma fille, seulement 17 ans, est déjà plus sage que je ne l'avais jamais été. Je l'ai serrée fort, sentant son corps mince trembler contre le mien. Nous étions tous brisés, tous essayant de comprendre comment avancer. Les semaines suivantes ont été celles des découvertes douloureuses. Jean-Pierre n'avait pas seulement menti sur son identité et son autre famille, il avait menti sur presque tout. Il n'était pas comptable diplômé, comme il l'avait toujours dit, mais un employé administratif de la banque qui avait appris sur le tas. Notre situation financière n'était pas aussi confortable que je le pensais. Il y avait des dettes, des prêts contractés pour maintenir 2 maisons, 2 familles. La maison même où nous habitions, que je croyais être la nôtre, était hypothéquée. J'ai découvert aussi que Béatrice ne savait rien. Jean-Pierre avait finalement raconté la vérité à elle aussi, forcée par notre découverte. Elle était aussi détruite que moi, peut-être plus. Au moins, j'avais eu la dignité de découvrir par moi-même, de le confronter, de l'expulser. Elle avait dû entendre de sa bouche, après plus de 2 décennies, que toute sa vie était un mensonge. J'ai pensé plusieurs fois à la contacter. J'ai même pris le bus jusqu'à la rue de la Maison Jaune, imaginant comment ce serait de frapper à la porte, de regarder dans les yeux de la femme qui, sans le savoir, avait partagé le même homme avec moi pendant tant d'années, mais je n'ai jamais eu le courage. Que nous dirions-nous l'une à l'autre? Quel réconfort pourrions-nous offrir? J'ai appris par Marie, qui a maintenu un contact minimal avec son père dans les premiers mois, que Béatrice l'avait aussi mis à la porte, que ses enfants, comme les miens, étaient dévastés, que sa famille, à elle, contrairement à la mienne, était grande et bruyante, et avait entouré Béatrice de soutien et de protection. J'étais contente pour elle, même sans la connaître. Personne ne devrait affronter ce genre de trahison seul. Et moi, j'avais mes enfants, j'avais Christine, j'avais quelques autres amies qui sont restées à mes côtés quand elles ont appris ce qui s'était passé. Mais les nuits étaient longues et solitaires. Le côté vide du lit criait avec le silence d'une absence que, paradoxalement, je ressentais comme une présence constante. L'argent a commencé à manquer rapidement. Jean-Pierre envoyait une aide, mais ce n'était pas suffisant. Il essayait maintenant de maintenir non seulement 2 ex-familles, mais aussi lui-même, vivant dans un petit appartement loué. J'ai dû intensifier mon travail de couture, acceptant n'importe quel service qui se présentait. Je me levais avant le lever du soleil et cousais jusqu'à tard dans la nuit, les yeux brûlants, les doigts calleux. Marc, voyant ma lutte, a trouvé un stage rémunéré à la faculté pour aider aux dépenses. Marie a commencé à donner des cours particuliers de mathématiques aux enfants du quartier. Nous étions maintenant 3 adultes essayant de maintenir le bateau à flot, plus une famille traditionnelle avec un père pourvoyeur et une mère au foyer. C'est durant cette période la plus difficile que quelque chose d'inattendu est arrivé. Une ancienne cliente, pour qui j'avais fait la robe de mariage de sa fille, m'a cherché avec une proposition. Elle et son mari ouvraient une petite boutique de vêtements féminins au centre-ville et avaient besoin de quelqu'un qui puisse faire des ajustements et des réparations sur les pièces. Le salaire n'était pas énorme, mais il serait fixe.
Une sécurité que je n'avais pas avec les travaux ponctuels que je faisais à la maison. « Vous cousez comme personne, Madame Elisabeth », a-t-elle dit. « Et j'ai entendu parler de ce qui est arrivé avec votre mari. Une honte. Vous méritez mieux. » J'ai accepté l'emploi. Bien sûr, sortir de la maison tous les matins, passer la journée dans la petite boutique aérée, discuter avec différentes personnes, rentrer fatiguée mais satisfaite en fin de journée. Tout cela a été comme un baume pour mon âme blessée. J'ai continué à faire quelques travaux à la maison pendant mes heures libres, mais j'avais maintenant une routine, un but, quelque chose pour me distraire des pensées sombres qui m'assaillaient dans les moments de solitude. C'est à la boutique que j'ai entendu parler, pour la première fois, d'un cours pour adultes qui était proposé dans une école publique proche. Je n'avais complété que ce qu'on appelait le brevet, équivalent au collège. J'avais toujours voulu étudier davantage, mais le mariage et les enfants étaient arrivés, et puis la vie s'était installée dans cette routine d'épouse et de mère. Maintenant, à 44 ans, l'idée de reprendre les études semblait effrayante et en même temps étrangement libératrice. « Vous devriez essayer », a dit Cécile, ma collègue de travail, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui étudiait l'administration le soir. « Il n'est jamais trop tard pour étudier et vous êtes intelligente, vous prendriez le rythme rapidement. » J'ai parlé de l'idée avec mes enfants. Je m'attendais à ce qu'ils trouvent cela étrange, peut-être même ridicule, une femme de mon âge qui retournait étudier. Mais ils m'ont surprise. « Bien sûr que tu dois étudier, maman, » a dit Marc, enthousiaste. « Tu as toujours voulu ça, n'est-ce pas? Maintenant tu peux faire ce que tu veux de ta vie. » Marie est allée encore plus loin. Elle a rapporté à la maison des formulaires d'inscription qu'elle avait obtenus au secrétariat de l'école, déjà remplis avec mes données. « Il ne manque que ta signature, maman. Les cours commencent la semaine prochaine. » Et ainsi, dans un geste qui mêlait courage et désespoir, je me suis inscrite au cours pour adultes. 3 soirs par semaine, après le travail à la boutique, j'allais à l'école et m'asseyais parmi des personnes de tous âges, certaines plus âgées, beaucoup plus jeunes, pour étudier le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire, des matières que je n'avais pas vues depuis presque 3 décennies, des concepts que je n'avais jamais bien appris. Ce fut difficile au début. Mes yeux, fatigués par la couture, avaient du mal à lire ce que les professeurs écrivaient au tableau. Mon esprit, habitué à se préoccuper de questions domestiques, avait du mal à absorber les équations et les règles grammaticales, mais je me suis accroché aux études comme un naufragé à un morceau de bois. C'était ma bouée de sauvetage, ma chance de reconstruire quelque chose qui soit juste à moi. Marc m'aidait avec les mathématiques, expliquant patiemment des concepts qui pour lui étaient basiques, mais qui pour moi semblaient indéchiffrables. Marie révisait mes textes de français, corrigeant les fautes d'orthographe avec une délicatesse qui me touchait. Mes enfants, que j'avais toujours cru être sous ma protection, me protégeaient maintenant, me guidaient, me soutenaient. Le temps a passé. Les blessures, bien qu'elles n'aient jamais complètement cicatrisé, ont commencé à faire moins mal. J'ai appris à vivre un jour à la fois, à trouver de petites joies dans la nouvelle routine que nous avions construite. Moi et mes enfants, les 3 mousquetaires, comme plaisantait Marie. Jean ou Jean-Pierre, comme il a recommencé à se faire appeler après que la vérité soit sortie, a essayé plusieurs fois un rapprochement. Pas avec moi. Il savait que cette porte était fermée pour toujours, mais avec les enfants. Marc a refusé pendant longtemps. La trahison du père avait été pour lui un coup dévastateur dans sa vision du monde. Pour un jeune homme qui se préparait à entrer dans la vie adulte, découvrir que son modèle masculin était une fraude complète a ébranlé ses structures les plus profondes. Marie, toujours plus conciliatrice, a accepté de rencontrer son père occasionnellement. Des déjeuners rapides, des conversations tendues, elle revenait de ces réunions silencieuses, pensives, mais jamais repentantes. « Il reste notre père », disait-elle quand je demandais si tout allait bien. Je ne peux pas effacer 20 ans de souvenirs, même en sachant qu'ils ont été construits sur des mensonges. Et quant à l'autre famille, les autres enfants, Rémi, Charles et Lucie, les demi-frères et sœurs que mes enfants n'avaient jamais connus, c'était une blessure qui restait ouverte, une question sans réponse qui planait sur nous à des moments inattendus. Devait-il les chercher, essayer de construire une sorte de relation, ou valait-il mieux laisser cette porte fermée, cette partie de l'histoire non racontée? Je n'avais pas de réponse,
Personne n'en avait. Nous improvisions tous, essayant de trouver un chemin sur une carte qui avait été déchirée et raccommodée avec des parties importantes encore manquantes. Ce que je savais, avec une certitude croissante chaque jour qui passait, c'est que la vie continuait et que moi, Elisabeth Rousseau, à 44 ans, je commençais seulement à découvrir qui j'étais vraiment, sans les ombres d'un mariage basé sur des mensonges pour obscurcir ma vision. C'était douloureux, c'était effrayant, mais c'était aussi, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, libérateur. À la fin de cette année-là, j'ai terminé le cours pour adultes avec des notes étonnamment bonnes. Mes enfants ont organisé une petite fête de remise de diplôme à la maison avec un gâteau et du champagne. Christine est venue avec quelques collègues de la boutique et 2 ou 3 professeurs qui étaient devenus des amis pendant le cours. C'était une réunion modeste, rien de comparable aux grandes fêtes de remise de diplôme traditionnelles, mais pour moi, cela signifiait le monde. Quand tout le monde était déjà parti et qu'il ne restait plus que nous 3, moi, Marc et Marie, dans le salon décoré de ballons improvisés, ma fille m'a tendu un petit paquet. « C'est un cadeau de remise de diplôme, maman, de nous 2. » J'ai ouvert le paquet avec soin. À l'intérieur se trouvait un formulaire d'inscription pour le baccalauréat de l'université. J'ai regardé mes enfants sans comprendre. « C'est pour toi, maman, » a expliqué Marc, « pour la licence de sciences de l'éducation. Tu as toujours dit que tu voulais être enseignante quand tu étais jeune, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. » J'ai regardé le formulaire, les visages souriants de mes enfants, le salon simple mais chaleureux de notre maison. La maison que j'avais failli perdre, la vie qui avait failli s'effondrer, les rêves qui avaient été enterrés pendant tant d'années sous le poids d'un mariage illusoire. « Je ne sais pas si j'y arriverai, » ai-je murmuré, les larmes brouillant ma vision. « J'ai 45 ans, l'université est pour les jeunes comme vous. »« Tu m'as appris qu'il ne faut jamais abandonner nos rêves, » a dit Marie en tenant ma main. « Maintenant, c'est le moment de suivre ton propre conseil. » Et ainsi, tremblante de peur mais aussi d'espoir, j'ai rempli ce formulaire. C'était le premier pas d'un voyage que je ne savais même pas sur le point de commencer. Un voyage qui me mènerait bien au-delà de la douleur de la trahison, vers un lieu de force et de détermination que je n'aurais jamais imaginé trouver. Lorsque j'ai mis les pieds sur le campus universitaire pour la première fois, je me suis sentie comme une intruse. À 45 ans, portant des cahiers neufs dans un sac usé, j'avais plusieurs décennies de plus que la majorité des étudiants qui circulaient dans les couloirs. Des jeunes, avec leurs sacs à dos colorés, leurs rires bruyants et une confiance que j'avais perdue depuis longtemps. J'ai voulu faire demi-tour et m'enfuir, retourner au confort relatif de ma routine de travail à la boutique et de couture pendant mes heures libres, mais j'ai pensé à mes enfants qui avaient cru en moi plus que je ne croyais en moi-même. J'ai pensé aux frais universitaires, sacrifice énorme pour notre situation financière précaire, même avec la bourse partielle que j'avais obtenue. Et j'ai fait un pas de plus, puis un autre, jusqu'à trouver la salle où j'aurais mon premier cours de sciences de l'éducation. Je me suis assise au dernier rang, essayant de passer inaperçue. Impossible, bien sûr. Dans une classe de 50 étudiants, j'étais la seule avec des cheveux commençant à grisonner, avec des lignes d'expression marquant mon visage. Les regards curieux me suivaient, certains discrets, d'autres moins. J'ai gardé la tête haute, feignant une assurance que je ne ressentais pas. La professeure est entrée. Docteur Hélène, spécialiste des fondements de l'éducation. Elle semblait avoir environ 60 ans, les cheveux complètement blancs, attachés en un chignon sans prétention, des lunettes à monture rouge qui contrastaient avec son visage sérieux. Elle a commencé le cours par une simple question qui a tout changé pour moi. Pourquoi voulez-vous devenir éducateur? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Les étudiants ont commencé à répondre un par un. Beaucoup ont parlé du désir de transformer des vies, de l'amour de la connaissance, de l'influence d'anciens professeurs, des réponses belles, idéalistes, propres à la jeunesse, qui n'a pas encore affronté les duretés de la vie. Quand mon tour est arrivé, j'ai hésité. Que dire? Que j'étais là parce que mon mariage de 25 ans avait été un mensonge? Que je devais reconstruire ma vie après avoir découvert que mon mari avait une autre famille? Que je voulais me prouver à moi-même que je pouvais encore rêver, même après tout cela? Je suis ici, ai-je finalement dit, parce que je crois qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer,
pour transformer la douleur en raison d'être. Et parce qu'après avoir élevé mes 2 enfants, je veux aider d'autres enfants à trouver leur chemin, même quand le monde semble s'effondrer autour d'eux. La professeure Hélène m'a regardé pendant un long moment, ses yeux pénétrants derrière ses lunettes rouges. Puis elle a souri, comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle cherchait. « Voilà », a-t-elle dit. C'est exactement ce qui fait un véritable éducateur. Ce moment si simple a été comme une bénédiction, une confirmation que j'étais au bon endroit, au bon moment, malgré toutes les circonstances qui m'y avaient reconduite. Les premiers mois à l'université ont été les plus difficiles. M'adapter au rythme des études, aux nouvelles technologies, les ordinateurs étaient un mystère pour moi, au langage académique si différent de mon français quotidien. Bien des nuits, j'ai pleuré en silence après que Marc et Marie se soient retirés, me sentant inadéquate, stupide d'avoir cru que je pourrais rivaliser avec des jeunes de 18-19 ans, dont l'esprit était encore une éponge avide de connaissances. Mais quelque chose de curieux a commencé à se produire. Mon expérience de vie, que je pensais être un désavantage, s'est révélée être une source inattendue de sagesse. Dans les discussions sur le développement de l'enfant, j'avais des exemples réels de mes propres enfants. Dans les cours sur la dynamique familiale, mon histoire personnelle, que j'ai fini par partager avec quelques collègues plus proches, offrait des perspectives qu'aucun livre ne pouvait donner. Les professeurs l'ont remarqué, certains ont commencé à valoriser mes contributions, à me demander mon opinion, à utiliser mes exemples pour illustrer des concepts théoriques. Les camarades, initialement distants, ont commencé à se rapprocher, d'abord par curiosité, puis par intérêt sincère, et enfin par respect. Un petit groupe d'études s'est formé autour de moi. J'aidais les plus jeunes avec des exemples pratiques. Ils m'aidaient avec la théorie, avec la technologie, avec les références les plus récentes. C'était un échange qui profitait à tous. Durant cette période, ma vie personnelle traversait aussi des transformations. Marc a obtenu son diplôme d'ingénieur et a trouvé un bon emploi dans une entreprise de construction. Marie est entrée à la faculté de médecine, réalisant son rêve d'enfance. Notre situation financière s'est améliorée progressivement. Nous n'étions pas riches. Nous ne le serions jamais. Mais nous ne vivions plus les difficultés des premiers mois après la séparation. Jean, je n'ai plus jamais réussi à l'appeler Jean-Pierre, ce nom faisait partie du mensonge, restait présent dans la vie des enfants de manière limitée. Avec le temps, Marc a adouci sa position et a accepté de rencontrer son père occasionnellement. Les blessures ne se sont pas complètement cicatrisées, mais la haine initiale a fait place à une acceptation mélancolique. « Il est imparfait, maman », m'a dit Marc un jour, « mais c'est toujours mon père et il essaie de réparer ce qu'il peut, même en sachant que certaines choses ne seront jamais comme avant. » Quant à moi, je gardais mes distances. Il n'y avait pas de haine. J'ai été surprise de découvrir comment le temps avait dilué cette émotion si corrosive, mais il n'y avait pas non plus de pardon. Juste une compréhension silencieuse que certaines ruptures sont irréparables, que certains chemins sont à sens unique. J'ai appris, par l'intermédiaire des enfants, que Jean avait pris sa retraite de la banque et ouvert une petite papeterie, qu'il vivait seul, sans s'impliquer avec d'autres femmes, que Béatrice, l'autre épouse qu'il avait gardée secrète pendant tant d'années, avait déménagé à Bordeaux avec ses enfants les plus jeunes, recommençant sa vie loin des souvenirs. Que Rémi, son fils aîné, s'était marié et était resté à Lyon, gardant un contact minimal avec son père. C'étaient des informations que j'absorbais sans commenter, des pièces d'un puzzle qui n'était plus le mien, mais qui d'une certaine façon faisaient encore partie du décor de ma vie. Dans ma 3e année d'université, la professeure Hélène m'a invitée à un projet spécial. Elle coordonnait un programme de soutien pour les femmes en situation de vulnérabilité, dont beaucoup étaient victimes de violences domestiques, d'abandon ou de trahison, et avaient besoin de quelqu'un qui puisse donner des cours d'alphabétisation pour adultes. Ces femmes ont besoin de quelqu'un qui comprenne non seulement la pédagogie, mais la vie réelle, m'a expliqué Hélène. Quelqu'un qui a déjà affronté des tempêtes et en est sorti. Quelqu'un comme vous, Elisabeth. J'ai accepté l'invitation immédiatement, même en sachant que cela signifierait une charge de travail supplémentaire dans ma routine déjà serrée. Quelque chose en moi me disait que c'était le but pour lequel j'avais traversé tout ce que j'avais vécu. Le projet fonctionnait dans une vieille maison du centre-ville, donnée par une fondation caritative. Là,
Des femmes de tous âges cherchaient un nouveau départ à travers l'éducation, la thérapie de groupe, le soutien juridique et psychologique. Ma fonction était simple, enseigner à lire et à écrire à celles qui n'en avaient jamais eu l'occasion ou qui avaient abandonné leurs études très tôt. Ma première classe comptait 12 femmes entre 25 et 70 ans. Des femmes marquées non seulement par le temps, mais par les circonstances brutales de la vie. Des visages fatigués, des yeux méfiants, des mains calleuses du travail dur. En les regardant, je me suis vue comme dans un miroir. Non pas comme j'étais, mais comme j'aurais pu être, sans le réseau de soutien que j'avais eu, l'éducation de base que j'avais reçue, la force que j'avais découverte en moi. Je ne suis pas ici seulement en tant que professeur, leur ai-je dit le premier jour. Je suis ici en tant que compagne de voyage. J'ai aussi connu la douleur de la trahison, la lutte pour la survie, la peur d'un avenir incertain. Mais j'ai découvert qu'apprendre, que connaître, que comprendre le monde à travers les mots est une forme de pouvoir que personne ne peut nous enlever. Ce fut le début d'une relation profonde qui transcendait le simple enseignement de lettres et de syllabes. Pendant qu'elles apprenaient à lire des mots, j'apprenais à lire des vies, des histoires de courage, de résilience, de femmes qui sont tombées et se sont relevées tant de fois qu'elles ont perdu le compte. Madame Françoise, à 67 ans, a appris à écrire son propre nom et à pleurer en signant pour la première fois un document sans utiliser son pouce taché d'encre. Jeanne, à 32 ans, a finalement pu lire les petites lettres que son fils envoyait de l'école sans avoir à demander l'aide des voisines. Thérèse, à 45 ans, a découvert la poésie et a commencé à écrire des vers simples, mais poignants, sur son parcours de survivante de violence. Tout en les enseignant, je sentais que je reconstruisais non seulement leur vie, mais aussi la mienne. Chacune de leurs petites victoires était aussi ma victoire. Chaque obstacle surmonté me donnait la force de surmonter les miens. C'était un échange constant, un cycle vertueux d'apprentissage et de guérison. Dans ma dernière année d'université, j'ai présenté comme mémoire une étude sur l'importance de l'éducation dans la reconstruction de l'identité des femmes qui ont vécu des traumatismes relationnels. Je me suis basée sur les expériences que j'ai eues dans le projet, sur les histoires dont j'ai été témoin, sur mon propre parcours de dépassement. Le jury a été impressionné par la profondeur du travail, par l'honnêteté crue des récits, par les fondements théoriques que j'ai réussi à articuler avec la pratique. J'ai reçu la note maximale et une invitation à poursuivre l'étude dans un programme de master. À 49 ans, alors que la plupart des gens pensent déjà à ralentir leur vie professionnelle, je commençais tout juste la mienne. J'ai obtenu mon diplôme en sciences de l'éducation avec mention, la seule étudiante aux cheveux gris parmi des dizaines de jeunes au sommet de leur jeunesse. Marc et Marie étaient dans l'assistance, applaudissant debout quand j'ai reçu mon diplôme. Christine était aussi là, les yeux humides de fierté pour son amie qu'elle avait vu renaître des cendres d'un mariage échoué. Le projet avec les femmes vulnérables a grandi. D'une petite salle avec 12 élèves, nous sommes passés à occuper tout le 2e étage de la maison, accueillant plus de 50 femmes à différents stades d'alphabétisation et d'éducation de base. Hélène m'a invitée à être coordinatrice pédagogique, fonction que j'ai acceptée avec humilité et détermination. Nous avons également créé un groupe de soutien spécifique pour les femmes qui, comme moi, avaient découvert des infidélités prolongées ou des doubles vies de leurs partenaires. C'était un type très spécifique de traumatisme qui combinait la douleur de la trahison avec le questionnement profond de sa propre réalité. S'il a menti à ce sujet, sur quoi d'autre a-t-il menti? Qu'est-ce que je sais d'autre? Qu'est-ce qui dans ma vie est réel et qu'est-ce qui est une fabrication? Dans ce groupe, nous partagions nos histoires, nos stratégies de survie, nos petites victoires quotidiennes. Nous n'étions pas seulement des victimes passives, nous étions des survivantes actives, reconstruisant nos vies brique par brique, mot par mot, rêve par rêve. C'est à cette période que j'ai reçu un appel inattendu. C'était Béatrice, l'autre épouse de Jean, la femme de la Maison Jaune. Elle était revenue à Lyon pour le mariage de son fils Rémi et, à travers Marc, avait demandé mon numéro de téléphone. « Nous devons parler », a-t-elle dit, la voix tremblante à l'autre bout de la ligne. Après toutes ces années, je pense que le moment est venu. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre au centre-ville. J'ai immédiatement reconnu le même visage que j'avais vu ce lundi fatidique, maintenant marqué par les années et les mêmes douleurs qui avaient marqué le mien.
Nous nous sommes assises face à face, deux femmes mûres qui avaient partagé, sans le savoir, le même homme pendant plus de 2 décennies. La conversation a été difficile au début, parsemée de silences inconfortables et de phrases soigneusement construites. Mais bientôt, les barrières sont tombées. Nous n'étions pas des rivales. Nous ne l'avions jamais été. Nous étions des victimes du même mensonge, des participantes involontaires à la même tromperie. Et plus encore, nous étions des survivantes, des femmes qui avaient reconstruit leur vie après l'effondrement du château de cartes. Béatrice m'a raconté sa version de l'histoire. Comment elle a connu Jean? Pour elle, c'était toujours ce nom, quand ils étaient tous deux jeunes. Comment elle a cru à l'histoire des voyages constants pour le travail. Comment elle a élevé pratiquement seule 3 enfants, habitués aux absences du mari, qui, ironiquement, était avec ma famille les jours où il manquait à la sienne. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» a-t-elle dit, remuant son café avec la cuillère. Malgré tout, il a été un bon père. Il était présent quand il le pouvait, participait à la vie des garçons. Il n'a jamais manqué une représentation de Lucie à l'école. Comment quelqu'un peut-il vivre ainsi, divisé en 2, sans devenir fou? Je n'avais pas de réponse à cette question. Je n'en ai jamais eu. Peut-être que Jean était vraiment 2 hommes différents, le Jean-Pierre que j'ai connu et le Jean que Béatrice a connu. Peut-être que le mensonge était si profond qu'il ne savait plus lui-même où finissait la vérité et où commençait la fausseté. Avant de nous quitter, Béatrice a pris ma main sur la table, un geste inattendu d'intimité. « Merci de m'avoir reçu. Pendant toutes ces années, tu as été un fantôme dans mon esprit, l'autre femme, l'intruse, celle qui a détruit mon foyer. Mais tu étais juste comme moi, une femme aimant l'homme qu'elle croyait connaître. » Je suis sortie de cette rencontre avec une étrange sensation de clôture, un chapitre qui se fermait enfin, une ancienne blessure qui, si elle n'était pas complètement guérie, avait au moins cessé de saigner. À 52 ans, j'ai publié mon premier livre, un recueil d'histoires de femmes qui étaient repassées par nos salles de classe et nos groupes de soutien, entremêlés de réflexions pédagogiques et psychologiques sur la reconstruction de l'identité féminine après des traumatismes relationnels. Ce n'était pas un livre académique traditionnel, ni un simple ensemble de témoignages. C'était un hybride qui reflétait mon propre parcours, en partie enseignante, en partie élève, en partie survivante, en partie témoin. Le livre, à ma surprise, a eu un écho au-delà des cercles académiques. J'ai été invitée à des émissions de radio, des conférences dans des universités, des rencontres avec des groupes de soutien dans d'autres villes. Mon histoire personnelle, qui pendant si longtemps avait été source de honte et de douleur, s'est transformée en outil de connexion avec d'autres femmes qui vivaient des situations similaires. Marc s'est marié à 30 ans avec Anne, une architecte qu'il a rencontrée au travail. Marie a obtenu son diplôme en médecine et s'est spécialisée en psychiatrie, inspirée, peut-être, par les cicatrices émotionnelles que notre famille portait. Tous deux ont construit des vies solides, des relations honnêtes, des familles basées sur la vérité et le respect mutuel. Et quant aux autres enfants, les demi-frères et sœurs que mes enfants n'ont jamais vraiment connus, Rémi, Charles et Lucie, il y a eu quelques rencontres au fil des ans, des tentatives timides d'établir une sorte de lien. Ils ne sont pas devenus une famille unie. Les circonstances étaient trop complexes, les blessures trop profondes pour permettre cela, mais il y avait une reconnaissance mutuelle, un respect pour la douleur partagée, une compréhension silencieuse que tous avaient été victimes des choix d'un homme qu'ils avaient aimé et qui les avait déçus. Aujourd'hui, à 82 ans, je regarde en arrière et je vois un parcours que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'étais cette jeune couturière de 19 ans, se mariant pleine de rêves avec l'homme qu'elle croyait connaître. La douleur de la trahison, qui un jour j'ai pensé me détruirait, est devenue le catalyseur d'une vie pleine de sens et de détermination. Le projet avec les femmes vulnérables, qui a commencé avec une petite salle d'alphabétisation, s'est transformé en une fondation respectée, avec des programmes éducatifs, psychologiques et professionnels qui a déjà aidé des milliers de femmes. J'ai pris ma retraite officiellement il y a quelques années, mais j'y passe encore presque toutes les semaines pour un café avec les enseignantes plus jeunes, pour une conversation avec d'anciennes élèves qui reviennent pour raconter leurs histoires de réussite. Ma maison est maintenant petite, mais accueillante, toujours pleine de livres, de plantes que je cultive avec soin,
de photographies de mes 5 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Marc et Marie viennent me voir régulièrement, amenant les enfants, remplissant l'environnement de rire et de vie. Christine, ma fidèle amie, est partie il y a 3 ans, mais elle m'a laissé la compagnie de son chat, un persan paresseux qui dort maintenant à mes pieds pendant que je me souviens de cette histoire. Jean est décédé il y a une décennie, à 85 ans. Un AVC, comme sa prétendue mère. Je suis allée aux funérailles, pas pour lui, mais pour mes enfants qui, malgré tout, ressentirent la perte de leur père. Béatrice était également là, plus âgée que dans mon souvenir, mais avec une sérénité dans son regard qui parlait de pardon. Pas d'oubli, jamais cela, mais l'acceptation que le passé est immuable et que porter rancune empoisonne seulement sa propre âme. Je ne sais pas si j'ai jamais complètement pardonné à Jean, mais je sais que je n'ai pas permis que sa trahison définisse le reste de ma vie. Au lieu de sombrer dans l'amertume, j'ai choisi d'émerger plus forte, plus sage, plus compatissante envers les douleurs des autres pour avoir connu si intimement la mienne. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise dans ce long voyage, c'est que nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands dons. Que des cendres de la déception peut naître un objectif plus élevé, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour apprendre, pour grandir, pour aimer à nouveau, pas nécessairement un nouveau partenaire, mais la vie elle-même, avec toutes ses imperfections et ses possibilités. Et cela, mes chers amis, était mon histoire. Un voyage de douleur transformé en force, de mensonges qui m'ont mené à découvrir des vérités plus profondes sur moi-même. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus d'histoires comme la mienne. Partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que même après les pires trahisons, il est possible de reconstruire sa vie et de trouver un nouveau but. D'une dame de 82 ans qui a assez vécu pour savoir que nos cicatrices peuvent devenir nos plus grandes forces. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas de commenter d'où vous regardez. J'adore savoir que mes paroles atteignent des personnes dans tant d'endroits différents. À la prochaine histoire, si Dieu le veut. Que Dieu vous garde et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer.